Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, peuple congolais, je vous salue. Je suis Georges Goma Gakissa, membre éminent du Congrès pour la Renaissance du Congo-Brazzaville, en sigle CRC. Nous nous exprimons chaque fois qu'il y a un enjeu politique au Congo-Brazzaville sur les ondes de R7, anciennement TLR TV. Nous avons eu l'occasion de nous exprimer chaque fois qu'il y a une situation grave au Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, il y en a une autre situation très grave. Il s'agit de la descente sur le terrain avec force et fracas de la Direction générale de la sécurité présidentielle, qui est la DGSP. Je ne sais pas si c'est la même chose que la garde présidentielle. Parfois, nous parlons de la garde républicaine, mais nous dénions à ce régime l'appellation de la garde républicaine parce que la façon dont les choses se passent au Congo, il est fort à parier qu'on ne garde pas la République. On ne garde pas la République au Congo-Brazzaville, on garde un homme, une personne qui est Denis Sassou Nguesso, qui incarne à lui seul le pouvoir depuis maintenant 42 ans, mais presque un demi-siècle, à compter les années où il a évolué dans les sphères supérieures du pouvoir au Congo-Brazzaville. N'oublions pas que à la mort de Marien Ngouabi, à l'assassinat de Marien Ngouabi en 1977, M. Denis Sassou Nguesso était ministre de la Défense. Il était en plus en charge des services secrets, c'est-à-dire qu'il était au courant de tout ce qui se passait dans la République. Il avait la charge de garder le président de la République et de garder également la République. Et durant toutes ces années, le passage de Joachim Yombi Opango de 77 à 79, M. Yombi Opango lui-même, il a dit, durant toute sa gouvernance, en réalité, c'est M. Denis Sassou Nguesso qui avait les rênes du pouvoir et tout le pouvoir. Donc, parlons désormais de la garde présidentielle et non de la garde républicaine, parce que la République, dans le sens plein du terme, n'est absolument pas gardée. Cette fonction est galvaudée. Alors, la garde présidentielle, dirigée par Serge Oboa, de triste mémoire, et avant lui, autour de lui aussi, on a connu un certain François Ndengue, mis à la retraite, mais qui a laissé, n'est-ce pas, un héritage néfaste dans l'histoire de la République. On ne fera pas un dessin là-dessus, puisque tous les Congolais le savent très bien. Il a été remplacé par le jeune Obami Itou, qui aujourd'hui a montré son incompétence puisque la garde présidentielle est obligée de faire le travail que devaient faire les forces de l'ordre, à savoir la gendarmerie et la police. Alors, je prends la parole donc pour le compte du CRC pour continuer à asseoir la vision que nous avons du Congo-Brazzaville. Et cette vision est de vous dire et de demander à la population congolaise de nous soutenir dans cette perspective. Parce que tout ce que nous faisons, le temps que nous passons dans la résistance et dans l'opposition, c'est bien évidemment pour, en fait, nous nous battons pour le peuple congolais, pour assurer au peuple congolais
un bien-être dont il a grandement besoin et droit. Alors, mon argumentaire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui va se dérouler en 5 points que j'ai essayé, n'est-ce pas, de coucher ici dans mon petit carnet pour soumettre cela à votre appréciation en tant que Congolais et Congolaises soucieux de l'avenir de notre pays et aussi témoins de ce qui se passe aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Parce que n'oublions pas, ces bandes de jeunes délinquants qu'on appelle les Koulouna ou les bébés noirs sèment la terreur dans Brazzaville et dans Pointe-Noire. Mais on ne s'arrête pas tout simplement à regarder avec nos yeux ce que nous voyons, ce qui se passe, le cinéma, le théâtre qui se passe devant nous. Ce dont nous avons besoin ici, c'est d'aller au-delà pour voir ce qui se cache en réalité. Parce que faisons attention, ce que nous voyons n'est pas la réalité des choses. La réalité, il faut la conquérir. Il faut la conquérir par de la réflexion. Soulever les écorces des arbres pour voir ce qu'il y a de logé au fond et qu'on ne voit pas avec nos yeux. Parce que, imaginez-vous, quand on va prendre, signer des contrats, on ne les voit pas, les contrats que ces gens-là vont signer. On ne le voit pas. Mais ce sont ces contrats-là qui, finalement, ont force de droit sur l'agir politique, sur l'agir économique et ce que l'on voit. Donc, faisons très attention à ce niveau-là. Donc, je me suis dit, alors, on va porter un regard sur ces Koulouna, ces bébés noirs, que pour nous sont le produit de la déscolarisation et du désœuvrement de ces jeunes-là. Ça, c'est le premier point que j'aimerais que nous discutions avec vous. Alors, le deuxième point, c'est la nature même de l'intervention de la DGSP. Alors, d'après nous, et ces dérives létales aussi, parce que finalement, on voit très bien les jeunes qui tombent, les jeunes qui se font massacrer, comme ces jeunes massacrent la population. Il est bien compris, mais nous reviendrons encore là-dessus pour donner un peu des éléments d'appréciation qui permettront, n'est-ce pas, aux uns et aux autres, parce que beaucoup de gens prennent la parole, aussi bien des intellectuels que les hommes, les personnes ordinaires, ils ont le droit aussi de participer, n'est-ce pas, au débat public. Mais pour qu'on aille en profondeur dans ce débat public, qu'on puisse entrevoir, n'est-ce pas, des perspectives de résolution de ces problèmes-là, il faut qu'on apporte quand même des éléments de preuve, des éléments probants, des données probantes, n'est-ce pas, pour avoir une vue à peu près correcte de ce qui se passe. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est l'échec patent de la police et de la gendarmerie que nous aimerions finalement, on le dira de façon un peu ironique comme ça, eh bien, que ça soit dissous puisque ils n'arrivent pas à faire leur travail. Ils n'arrivent pas à faire leur travail. Donc, à quoi bon continuer à gérer des institutions qui ne font pas leur travail puisqu'une autre institution est obligée de faire leur travail? Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, ça sera une opération. Ah, ben oui, je l'ai dit tantôt. Hein, faisons attention à ce que nous voyons avec nos yeux, parce que derrière il faut peut-être avoir le troisième œil aussi, hein, caché quelque part, pour voir ce qu'il y a derrière, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est une opération au relent politique également, on ne peut pas s'en départir. Ils parlent de plus en plus d'une élection présidentielle qui va se dérouler en 2026. Ils s'affairent autour de ça. Et bien sûr, ils savent comment ils le font de toutes les façons. Donc, on va aussi apaisantir notre regard un peu sur ce point-là. Et le cinquième point, de reconsidérer, rendre un peu ces lettres de noblesse à cette jeunesse, la jeunesse d'un pays. Qu'est-ce que la jeunesse d'un pays représente? Et quand on voit au Congo-Brazzaville, je pense que l'âge médian, pour ceux qui connaissent la statistique, savent de quoi est-ce que je veux parler. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la statistique et qui n'ont peut-être jamais entendu ou entendu parler de ce qu'on appelle un âge médian et qui ne savent pas au fond de ce que c'est, eh bien, je vais leur dire. L'âge médian
C'est un âge qui divise la population d'un pays, d'un groupe, d'une société en deux parts égales. Vous comprenez cela? Et ça nous permet en fait, d'identifier une société comme étant une société jeune, une population jeune, une population vieille en tant que telle. Mais pour le cas du Congo, d'après les données qu'on a pu avoir par-ci, par-là, on, on établit cet âge médian autour de 18 ou 20 ans. Prenons 20 ans. Si on prend 20 ans comme étant l'âge médian de la population congolaise, ce qui veut dire qu'en dessous de 20 ans, il a le même nombre de personnes qu'au-dessus de 20 ans. C'est-à-dire que si on nous parle de 6 millions d'habitants, ce qui veut dire qu'en dessous de 20 ans, il y a 3 millions d'habitants et au-dessus de 20 ans, il y a aussi 3 millions d'habitants. Et la conclusion s'impose d'elle-même. Il s'agit d'une population très, très, très jeune. Très jeunes. Donc ces jeunes-là, évidemment, sont le creuset de la nation congolaise. C'est le futur de demain et qu'il faudra faire excessivement attention de bien traiter sa jeunesse si nous voulons d'une société congolaise aguerrie et prête, n'est-ce pas, à fonctionner selon les règles de l'art pour demain par rapport à son développement. Donc, voilà, je prendrai mon temps pour que nous y allions tout doucement. Et si je prends tout ce temps-là, c'est pour réconcilier quand même quelque part les points de vue qui, quand on balance par-ci, par-là, il y en a qui applaudissent de toute leur force l'opération menée par Serge Obowa, qui est le directeur, n'est-ce pas, de la DGSP, la garde présidentielle. Il y en a qui applaudissent, comme je l'ai dit, à gros bras cette opération, allant jusqu'à souligner que ces jeunes-là doivent être tués. Tuez-les, tuez-les, tuez-les. Tuez-les, il n'en restera plus en tant que tel. C'est ça qu'on veut comprendre. Donc, il y a la rhétorique de la tuerie, de la mort, de la mort au Congo-Brazzaville. Et si chaque fois, à chaque détour, nous parle de la mort, ce qui veut dire que nous sommes dans une société moribonde, une société sans avenir en tant que telle. Est-ce que pouvons-nous arriver un jour, arrêter de parler de mort et de caresser la vie? C'est cela aussi, philosophiquement parlant, on peut avancer la réflexion là. Parce que quand on balance par-ci, tuez-les, 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 on sait très bien aussi que la République du Congo, depuis que M. Denis Sassou Nguesso est là, il n'y a que la mort qui est inscrite dans l'ADN de la société congolaise depuis la mort originelle de Marien Ngouabi et de toutes les personnes qu'il y a eu autour de Marien Ngouabi. Et je voulais nommer les trois grands personnages de l'État à cette période-là, deux présidents de la République et un cardinal, le seul que nous avions, qui était tué autour des mêmes événements dont on se demande jusqu'aujourd'hui qui était responsable de ce qui s'est passé à ce moment-là. Vous voyez? Alors, venons-en donc à mon premier point de mon argumentaire dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les Kuluna comme produit de la déscolarisation et du désœuvrement, n'est-ce pas, en tant que tel. Et c'est une approche sociologique, évidemment, qui tient qui tient bien le coup, je voudrais dire. Et j'aimerais vraiment inviter les uns et les autres quand même à poser un regard sur ce genre, n'est-ce pas, d'éléments qui, pour ne pas donner l'impression, n'est-ce pas, de prendre les choses n'importe comment et à la légère. Ce qui se passe au Congo est très grave. Et je voudrais donc dire que l'existence et la prolifération des bandes que l'on a appelées les Kuluna
ou les bébés noirs traduisent d'abord un échec structurel du système éducationnel et social au Congo-Brazzaville. On sait très bien comment est-ce que les familles au Congo-Brazzaville, commençons par ça, parce que d'autres personnes ont dit aussi que c'est la responsabilité, je l'ai entendu aussi, que ces jeunes doivent être tués et les parents foutus en prison. Quand même, allons un peu tout doucement là. C'est peut-être un peu trop rapide de dire des choses comme ça. Les familles au Congo, quel est l'état des familles au Congo? Il s'agit quand même aussi des familles qui sont fragilisées par la paupérisation. Il faut le reconnaître comme tel, en tant que tel. Les arriérés de salaire que l'on a connus au Congo-Brazzaville, les familles n'ont plus les moyens pour assurer la scolarisation et l'encadrement de leurs enfants. On peut le dire de cette manière-là, et nous avons quand même un faisceau d'éléments, un faisceau d'indices qui le montre allègrement, puisque les familles ont des mois d'arriérés sans salaire en tant que tel. Et puis les salaires de ces gens-là, de ces familles-là, reconnaissons quand même aussi le fait que, mais combien est-ce que l'État a la responsabilité? Combien y a-t-il des fonctionnaires au Congo-Brazzaville en tant que tel, puisque l'histoire nous montre quand même que au Congo-Brazzaville, l'initiative privée a été découragée puisqu'on avait choisi, n'est-ce pas, une orientation politique qui soit une orientation marxiste-léniniste. Donc, la production capitaliste était rejetée en tant que telle. Seul Monsieur Youlou, l'abbé Fulbert Youlou, avait une orientation beaucoup plus libérale, n'est-ce pas, de l'économie congolaise. Et il en est mort, certainement. Massamba Deba qui arrive pense à un certain socialisme, mais socialisme bantou. Et l'idée n'était pas mauvaise par rapport à ce socialisme bantou. Et en plus, en pensant de ce socialisme bantou, Massamba Deba est le président, le seul président qui a mis en place le tissu économique du Congo-Brazzaville, des usines qui ont fonctionné. Je ne vais pas les citer ici puisque nous les connaissons tous. Et c'est Massamba Deba qui a mis en place, n'est-ce pas, ces usines et qui, évidemment, ont embauché beaucoup de Congolais, des familles congolaises qui vivaient normalement parce que les gens se levaient pour aller travailler. Parce qu'on se lève pour aller travailler, eh bien, ça veut dire tout simplement que les parents ont les moyens d'éduquer leurs enfants. À l'époque, nous avons grandi dans cet environnement, dans cette ambiance-là. Nous avons des parents qui s'occupaient de nous, qui nous envoyaient à l'école et qui tenaient à ce que l'école soit vraiment cet espace où nous allons apprendre à devenir des bons citoyens pour demain. Je pense que les gens de mon âge, autour de la soixantaine, aujourd'hui, eh bien, nous connaissions bien cette période-là. Donc, c'est une interrogation en profondeur à porter ici sur le système éducatif. Qu'est-il devenu aujourd'hui? Et nous savons très bien que ce système éducatif est tombé en lambeaux aujourd'hui. Et M. Denis Sassou Nguesso lui-même, d'ailleurs, l'élément circule depuis très longtemps, lui-même l'a reconnu clairement devant la presse internationale aux questions qui lui ont été posées. Monsieur Denis Sassou Nguesso lui a dit que jusqu'aux années 70, au début des années 80, nous avons atteint un niveau de scolarisation de 100%. C'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Denis Sassou Nguesso qui le dit clairement devant tout le monde. Ben bon sang, soyons un peu sérieux de mettre les choses bout à bout pour bien comprendre un peu ce qui se passe dans ce pays, quand même. Au lieu de tuer ces jeunes-là, allez comprendre un peu pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau-là. Monsieur Denis Sassou Nguesso a dit clairement que nous avons tué, nous avons pris la décision de tuer l'éducation aujourd'hui. Et du coup, le taux de scolarisation est tombé. C'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Sassou Nguesso qui le dit. Et il a mis à exécution ce qu'il a dit aujourd'hui. Les jeunes sont déscolarisés et désœuvrés. Et ces jeunes-là doivent vivre aussi, doivent vivre au thé.
Ils se donnent assez larcin-là. Je suis désolé pour les populations qui sont touchées par ce fait-là, mais quand même, soyons sérieux pour comprendre les choses une fois plutôt que de se lever et raconter des conneries à ne pas en finir. Il faut les tuer. Le responsable, c'est le régime en place au Congo. Ils ont tué l'éducation. Et aujourd'hui, il n'y a même plus d'internat. Mais l'internat, c'était quand même un moyen qui permettait, n'est-ce pas, de redistribuer la richesse de la nation. Et la nation congolaise est bien riche puisque nous sommes le troisième pays producteur de pétrole en Afrique noire. Nous sommes l'un des pays les plus riches en Afrique noire. Nous avons du bois, nous avons toutes ces choses-là qui permettraient, n'est-ce pas, au Congo d'avoir un bon système éducatif, d'avoir un bon moyen de redistribution, n'est-ce pas, de la richesse de la nation qui permettrait de réduire la portée de la délinquance que nous connaissons aujourd'hui et que vous fustigez et que vous pensez même qu'il faut tuer ces jeunes-là. Tuer, 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 il n'en restera plus. C'est ça la perspective. Donc soyons quand même assez sérieux. Et j'avais commencé à parler de Massamba Deba qui a mis sur pied le système éducatif au Congo. Mais c'est encore M. Denis Sassou Nguesso, j'en ai parlé souvent quand je prends la parole. J'ai retrouvé dans les agendas, voilà. J'ai aussi mon agenda chaque fois parce que j'ai hérité de mon père qui avait, chaque année qui passait, il avait son agenda où il notait les affaires, il notait les affaires. Et là, j'ai retrouvé l'agenda de mon père des années 80 où il avait noté, M. Denis Sassou Nguesso se souviendra certainement quand il a tenu cette conférence au cinéma Vogue, mon père a écrit, à l'époque il était colonel. Le colonel Denis Sassou Nguesso vient de tenir une conférence au cinéma Vogue. Il n'y a même plus de cinéma aujourd'hui. En plus, il n'y a plus de cinéma aujourd'hui. Que voulez-vous que les jeunes fassent? Il n'y a pas d'activité, de loisirs pour les jeunes. Donc, alors, à ce niveau-là, mon père avait écrit que M. Denis Sassou Nguesso avait fait une conférence sur les entreprises d'État, le colonel Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, où sont ces entreprises n'existent plus. Si la Sidolo existait, il embaucherait des gens. Si l'usine de Kintsundi, Impreco, et il y en avait deux autres de textiles, ils embaucheraient des jeunes. La cimenterie de l'UTT, la Sian et toutes ces entreprises-là, c'est des endroits pour embaucher des jeunes. Vous voyez? Donc, soyons quand même très, très sérieux quand on aborde des choses avec cette profondeur-là. Il faut être très sérieux. Et ceux qui ne sont pas sérieux, abstenez-vous de prendre la parole. Si vous ne connaissez pas, vous vous taisez. Si vous ne connaissez pas, vous vous taisez. Je suis désolé d'avoir ce discours très, très, très fort. Je n'avais pas pensé m'exprimer de cette manière-là, mais ça me gonfle à un certain moment, quand il nous manque de l'intelligence pour bien comprendre les choses. Vous voyez? Donc, les institutions éducatives, culturelles et sportives censées encadrer la jeunesse ont été négligées ou détruites par des décennies de mauvaise gouvernance, ce que je viens de vous expliquer à l'instant. Donc, soyons sérieux, soyons profonds. Allons chercher, n'est-ce pas, les facteurs qui expliquent ce que nous vivons aujourd'hui. Nous ne nous contentons pas de l'illusion de la transparence, l'illusion du savoir immédiat, puisque tout le monde pense pouvoir savoir ce qui se passe et donner, n'est-ce pas, des explications à ce qui se passe. Je suis au regret de comprendre qu'on connaît, on ne sait pas de quoi nous parlons quand nous prenons la parole à l'emporte-pièce comme ça. Il y en a qui prennent la parole tout simplement pour faire la danse du ventre. Vous voyez la danse du ventre, hein, chez nos amis arabes. On fait la danse du ventre pour plaire à celui qui regarde en tant que tel. Vous pensez qu'on n'a pas regardé, on n'a pas compris ce manège-là? Vous êtes là à ronronner autour de la dictature qui vous écrase allègrement et qui, le fameux syndrome de Stockholm vous tient au cœur parce que voilà, on veut paraître bien devant le calife parce que les élections arrivent, ceci arrive, ils vont encore gagner et ainsi de suite. On fait cette danse du ventre et je suis au regret, n'est-ce pas, de critiquer cette façon de faire les choses. Voilà. Donc, on voit que finalement, ce trou-là, ce vide, favorise évidemment
cette émergence d'une jeunesse qui est désœuvrée, qui est abandonnée à son triste sort. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Je ne les excuse pas, surtout, ne me le collez pas à la figure. Je n'excuse pas ces jeunes. C'est une bande de criminels et chaque fois qu'on retire la vie à un individu, c'est de la criminalité par excellence en tant que tel. Il y a un autre point aussi que je vais avancer ici. Bon, euh, euh, on se désole, on s'offusque de ce que ces jeunes-là tuent à tour de bras, à l'arme blanche. Cela est bien compris. Et pour vous rassurer, il n'y a pas que le Congo-Brazzaville. À Kinshasa, il y a le même phénomène. Ailleurs, on regarde le même phénomène également. Même en France aussi, on voit les échauffourées en France. Mais ça procède toujours de la même chose. Les bandes de jeunes dans les banlieues de Paris, de Marseille ou que sais-je encore, aux États-Unis également. On est toujours autour, n'est-ce pas, des mêmes facteurs qui expliquent comment est-ce que des groupes de personnes sont opprimés, qui sont complètement mis en fait, à l'écart de la vie normale. C'est-à-dire que, ben voilà, il y en a qui vivent correctement, il y a d'autres qui n'ont pas ce bénéfice-là alors qu'ils sont citoyens. La citoyenneté, avoir la citoyenneté, c'est avoir des devoirs, d'accord, mais c'est avoir aussi des droits. Mais s'il y a des citoyens de seconde zone, comme on le voit, eh bien, c'est tout à fait normal qu'à ce moment ou un autre, que nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, je disais que ces jeunes-là, ils seraient aussi bien quand même aussi pour avoir tout, n'est-ce pas, toute la figure, tout le profil de l'affaire, de cette criminalité dans Brazzaville. Mais allez-y donc, faites-nous, donnez-nous les statistiques des Congolais et des Congolaises qui ont été tués ou blessés ou traumatisés par ces jeunes Koulouna, ces jeunes bébés noirs. Apportez-nous les chiffres, n'est-ce pas, de ces jeunes-là. Pourquoi je demande les chiffres? Une personne tuée, et c'est déjà une personne d'en trop. Une personne blessée, c'est déjà une personne en trop. Donc, on aimerait une société où les gens vivent paisiblement. Et une société où les gens vivent paisiblement, c'est une société qui a un avenir, où les gens vaquent à leurs occupations et qui se développent en tant que telles. Mais si je demande les statistiques, n'est-ce pas, des victimes des Koulouna, c'est pour faire le parallèle avec les autres victimes également. Cette fois-ci, pas les victimes des bébés noirs ou des Koulouna, mais ce sont les victimes du régime en place au Congo-Brazzaville. On a besoin de ça aussi, non? Vous pensez que les gens qui meurent sous les balles, n'est-ce pas, du régime en place, et les gens qui meurent sous les coups de machette des bébés noirs, c'est tous des Congolais. Donc, faisons quand même aussi la part des choses. Si je le dis, c'est pour vous donner déjà cette approche, cette assumption ou bien ce point de vue que finalement, dans le fond, le premier bébé noir, n'est-ce pas Denis Sassou Nguesso lui-même en tant que tel? Mais regardons un peu les choses à la loupe quand j'avance un point de vue comme celui-là. Je vais le soutenir avec des éléments. Et j'aimerais que quelqu'un reprenne un peu mes mots, me mette en critique par rapport à ce que je dis ou convoque un débat. On a toujours demandé des débats avec les gens qui sont au pouvoir au Congo-Brazzaville. Ils l'ont jamais accepté. Ils ont toujours fui les débats. Mais débattons, nous sommes tous des Congolais. Débattons des choses qui concernent le Congo-Brazzaville. Débattons, apportez votre argumentation et nous allons apporter la nôtre pour voir évidemment où se trouve l'erreur. Donc, je reprends encore cette assumption. Monsieur Denis Sassou Nguesso est le premier bébé noir au Congo-Brazzaville. Je ne reprendrai pas tout son processus de reconquête du pouvoir en tant que tel, hein, parce qu'on peut se dire que non, ben écoutez, la reconquête du pouvoir, c'est la guerre, c'est la guerre. On peut le considérer de cette manière. Mais passons.
Il a repris le pouvoir, d'accord, il s'est réinstallé. Il s'est réinstallé. Ce qui veut dire qu'il a trouvé ce qu'il a recherché par tous les moyens. Venir s'asseoir en France, préparer son retour au pouvoir, faire la guerre. Il a gagné la guerre avec le soutien de qui? Avec le soutien des Angolais, avec le soutien de qui? Avec toutes ces mercenaires, tous les mercenaires qu'il est allé chercher pour reprendre le pouvoir au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, tout le monde le sait. On ne va pas se cacher par rapport à ça. Ça, c'est des choses que nous voulons rappeler, que nous voulons rappeler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, les choses que nous voulons rappeler tout le temps pour que, évidemment, même les jeunes qui sont nés depuis 1997, euh, 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 les jeunes qui sont nés depuis 97, alors je vais essayer de... Voilà. Donc, je reviens un peu sur l'acception que j'avais avancée en disant que ben, quand on regarde un peu à la loupe, ce serait le premier des Bénois serait M. Denis Sassou Nguesso qui s'offusque pas. C'est pas une insulte, hein, c'est une voilà, c'est pas une insulte, mais c'est tout simplement pour que nous ayons quand même une analyse assez franche de ce qui se passe et de mettre la responsabilité de ce qui se passe sur la personne qui est vraiment responsable de cela. Je disais en temps aussi que, bon, mettons à côté le processus de la guerre qui lui a permis de retrouver le pouvoir. Il a repris le pouvoir, hein, donc quand il s'est réinstallé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les 350 disparus du beach. Vous savez qu'il y a tout ce qui s'est passé autour de ça. On a même fait un procès à Brazzaville, instrumentalisé. Mais je ne vais pas apporter un jugement de valeur sur ce procès-là, mais on a entendu ce qui s'est dit. L'une des conclusions, c'était de reconnaître la responsabilité du régime en place, même si personne n'est allé en prison. Donc, quand un régime prend la responsabilité de reconnaître que les 350 disparus du beach ont été butés par le régime en place, vous comprenez déjà très bien que ben, ce travail-là, à côté de ce qu'en font les bébés noirs, il n'y a pas, y a pas photo là-dessus. Et c'est pas tout, c'est pas tout. Le régime s'est aussi distingué par une criminalité qu'on a entendue par-ci par-là dans les commissariats de police, entre autres Chacuna, des jeunes qu'on a tués en tant que tels, qui a pris la responsabilité de ce phénomène-là. Et c'est pas tout aussi, ils ont embauché, ils ont appelé des gens pour être embauchés dans l'armée, et ainsi de suite. Des jeunes sont morts. Vous pensez qu'une personne qui meurt des coups de machette, d'une mort violente avec des coups de machette, est tout à fait différente d'une personne qui meurt étouffée par l'irresponsabilité d'un régime qui fait des choses de la façon la plus détestable qui soit, avec une incompétence notoire et qui aboutit, n'est-ce pas, à ce que des jeunes, tous les jours, crèvent au Congo-Brazzaville. Les Zoulubades, on a parlé de Zoulubades en tout temps là. Comment est-ce que ces gens-là, et il y en a d'autres Zoulubades aussi, combien est-ce que des jeunes, ils passent, ratissent dans Pointe-Noire, dans Brazzaville, qu'on tue de façon quotidienne de cette manière-là? Donc faites-nous la comptabilité de toutes ces personnes-là pour que, évidemment, on puisse donner des arguments à ceux qui, comme ça, de façon irresponsable, se lèvent pour dire bravo, Serge Oboa, nous vous félicitons, la nation est derrière. Non, la nation n'est pas derrière eux, parce que ce sont des criminels notoires. Il faut le dire de cette manière, avec la dernière, n'est-ce pas, de gravité et de violence verbale, telle que je l'exprime aujourd'hui. Ils sont tous des criminels, parce qu'ils tuent à tout va. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas la République que nous recherchons. Ce n'est pas la nation que nous recherchons. Les personnes qui meurent sous les balles de la police et de la gendarmerie congolaise ne sont pas, ont la même valeur que les Congolais qui meurent sous les coups de machette des jeunes désœuvrés, déscolarisés. Et cet désœuvrement et cette déscolarisation, il y a des personnes qui ont pris la responsabilité, ils ont déclaré eux-mêmes la responsabilité de tuer l'éducation, de tuer les bourses, de tuer les internats, de tuer toutes les possibilités que ces jeunes avaient, n'est-ce pas, à construire un avenir radieux. On leur a interdit cela. Donc, soyons sérieux.
Soyons sérieux. Si vous n'arrivez pas dans vos neurones à mettre bout à bout la pensée et la réflexion pour aboutir, n'est-ce pas, à des conclusions qui soient des conclusions pertinentes et probantes, mieux vaut de se taire. Taisez-vous, taisez-vous tout simplement. OK? Alors, donc, je disais donc voilà, responsabiliser par rapport à tout ça, responsabiliser uniquement les jeunes délinquants sans interroger le système qui les a produits est une erreur d'analyse à ne pas commettre. Et nous voulons rapporter cela ici. C'est une erreur à ne pas faire en tant que tel. Ça, c'est le premier point. Je vous ai dit que je prendrai mon temps pour aller un peu plus en profondeur sur ces analyses-là. Bon, alors, mon deuxième point, c'était évidemment que euh, l'intervention de la DGSP, j'y arriverai, la DGSP, donc la sécurité présidentielle, et vous comprenez quand j'appuie sur la sécurité présidentielle, la garde présidentielle. C'est encore ce point que vous devez comprendre que le Congo au Brazzaville ne fonctionne que pour le bonheur d'un individu, d'une personne qui est Denis Sassou Nguesso. Et quand je dis la personne de Denis Sassou Nguesso, c'est une personne collective qui prend ses enfants, qui l'introduit en politique aussi. C'est une stratégie aussi pour, n'est-ce pas, socialiser, n'est-ce pas, ses enfants à un agir politique, à une vision politique qui est la sienne, c'est-à-dire marquée de machiavélisme, c'est-à-dire qu'il faudra tuer toutes les personnes qui vous empêchent de faire la politique comme vous voulez. Donc, il introduit, n'est-ce pas, avec force tous ses enfants dans cette bataille-là. Et à côté, je parlais de cette personne collective, mais c'est aussi la famille du tyran, les courtisans, et leurs enfants également, puisque le personnel du régime dictatorial, chacun aussi apporte ses enfants. Ils mettent tout là-dedans. Donc voilà encore une socialisation qui se passe, n'est-ce pas, en intégrant les enfants dans une vision politique qui est exécrable, qui est une politique branchée sur une éthique, n'est-ce pas, de la destruction et de la criminalité en politique en tant que telle, puisqu'on ne voit pas le résultat d'une politique comme ça sur la population. Donc la population est complètement ignorée. Qui peut se lever pour dire que voilà ce que j'ai en dehors de ceux qui sont dans le système, qui se sucrent du système? Qui peut se lever pour dire que voilà, moi, citoyen congolais, voilà un peu les droits que j'ai obtenus, n'est-ce pas, en étant citoyen congolais? La seule chose qu'on leur demande, c'est d'exercer leur devoir, le devoir d'aller voter ou d'aller prendre les 2 000 francs ou 1 000 francs pour voter le calife en tant que tel. Donc, l'intervention de la DGSP et ses dérives létales, voilà, la violence, toujours la violence. Dérive létale, ça veut simplement dire, pour les gens qui ne comprennent pas ce mot-là, létal, c'est la mort. Donc, c'est une dérive criminelle, puisqu'on l'a vu encore là, on l'a vu encore là, le sang encore coulé. Le sang devient finalement aussi un élément important un peu dans la survie du régime. Il en dit à un moment ou à un autre le besoin du sang est vite arrivé. Ils le savent très bien comment l'usage qu'ils font, n'est-ce pas, de cet organe-là, du sang humain. Je ne sais pas ce qu'ils en font, mais ils le savent eux-mêmes. Le besoin du sang est vite arrivé. On a entendu de leur propre bouche et le sang n'arrête pas de couler. Qu'il coule, et comme ils sont aussi très intégrés dans les sciences, dans l'occultisme, on le voit très bien aussi, les routes qu'ils construisent, les accidents tous les jours sur nos routes, c'est tout ça, c'est le son. Il faut mettre ça globalement pour dire finalement que le son-là a une fonction, n'est-ce pas, dans la pérennité ou la pérennisation du pouvoir au Congo-Brazzaville. Ils le disent eux-mêmes. Ils ont les likéléba entre eux-mêmes aussi. Les femmes des uns et des autres crèvent, mais derrière là, on nous fait comprendre aussi que non, mais c'est le likéléba, c'est la tontine en question qui se paye par le sang. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de cela, puisque je ne connais pas ce monde-là, mais on ne peut pas faire fi non plus de cela.
Donc, je disais un peu de regarder un peu l'intervention de la DGSP et son corollaire le plus en vue, qui sont les conséquences létales, donc la mort des gens. Donc, on voit très bien que cette action s'accompagne, et s'accompagne des tueries extrajudiciaires. Voilà le point le plus important pour les démocrates et les personnes qui savent bien comment est-ce qu'un régime, vrai régime républicain fonctionne. C'est la place du droit dans cette affaire. Or, quand on regarde un peu les choses ici, là, rien ne prouve toujours que les jeunes qui sont abattus, qu'on voit abattre dans les rues de Brazzaville, sont effectivement des koulounas, des mamans. On voit dans les médias sociaux des mamans qui sont sorties, des frères, des sœurs, des oncles, qui sont sortis pour dire que non, mais non, lui, il n'était pas koulouna, c'est un étudiant, oh, c'est une personne comme cela qui n'a vraiment rien à voir avec les koulounas. Et puis soyons quand même sérieux. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on sait très bien ce qui est apparu avec cette notion de la délation. En plus, ils vont jusqu'à offrir, n'est-ce pas, beaucoup d'argent aux personnes qui viendraient dire que telle personne et telle personne est un coulonna ou un bébé noir. Mais là, c'est une pente très, 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 très dangereuse parce qu'il n'y a pas de rationalité dans ce que l'on fait là. Il peut avoir la délation, vous savez, la délation de triste mémoire. Quand on disait, ah ben là-bas, il y a une famille juive, on allait monter à telle maison, il y a une famille juive, mais il y a eu des règlements de compte là-dedans. Voilà, les gens qui ont soupçonné de sortir avec ma petite copine ou des choses comme ça, là, et puis ça passe par là, on profite un peu de cette occasion, comme ils ont profité d'ailleurs aussi à éliminer pas mal de personnes pendant la période de la Covid, là. On a utilisé la Covid comme, n'est-ce pas, en fait, comment je peux dire ça, la Covid était considérée, on a utilisé ça comme le moyen d'éliminer le personnel politique qui faisait ombrage à ce régime-là. Les Mwamba Clément sont morts par rapport à ça. Mwamba n'est pas mort, n'est-ce pas, de la Covid en tant que tel, mais Mwamba, c'est une personne qu'il fallait éliminer dans le système en place au Congo-Brazzaville, un observatoire, des gens qui surveillent très bien. Et quand on prend un peu de l'ampleur, eh bien, il faut chercher à éliminer. Mais comme ils sont pas courageux, n'est-ce pas, d'endosser la responsabilité s'ils posent, mais on passe, on se cache toujours, on se cache. Quand on se cache, c'est qu'on n'est pas courageux de ce que l'on fait. Voilà, on passe par ces moyens-là pour éliminer les gens. Mais ici, c'est la même chose aussi dans une démarche comme celle-là. Hein. C'est-à-dire que, ben voilà, on va éliminer les gens tranquillement, tranquillement comme ça, en les accusant d'être des clowns alors qu'ils ne sont pas. Alors qu'ils ne sont pas. Vous voyez? Donc, cette promesse de récompense financière pour dénoncer des délinquants installe un climat de suspicion. Ça c'est clair et net. Ne nous voilons pas la face à ce niveau-là, de suspicion, de délation, comme je le disais. Et c'est dangereux dans une société déjà fragilisée, je voulais dire, par la pauvreté, puisque les Congolais sont paupérisés. Ils sont paupérisés, les Congolais ne sont pas pauvres, mais ils sont paupérisés. Quand on dit que l'action de la paupérisation, c'est tout un système bien élaboré qui aboutit, n'est-ce pas, à faire de sorte que les Congolais soient pauvres. Parce que quand on est pauvre dans le ventre, on est pauvre aussi dans la tête, parce qu'on ne s'instruit pas. On n'apprend pas l'ABC. Quand on apprend l'ABC, on peut avoir, n'est-ce pas, du recul dans l'analyse des choses. Vous voyez, aller au Congo aujourd'hui, apporter-leur des éléments pour bien comprendre, ils ne comprennent rien. Parce que l'intelligence, c'est un processus d'apprentissage, n'est-ce pas? Et le développement cognitif d'un individu se base sur la construction, n'est-ce pas, de son être psychique en tant que tel. On met une brique après l'autre. Il y a l'école maternelle, il y a des choses enseignées à l'école maternelle, on passe à l'école primaire, là aussi il y a des choses à enseigner. Donc progressivement, n'est-ce pas, ces différentes couches de l'apprentissage, on va progressivement jusqu'à arriver aux études supérieures, là où on crée, n'est-ce pas, de l'intelligence. À l'université, en principe, les gens, n'est-ce pas, ne gopent plus ce qu'on leur dit, mais ils se mettent en œuvre, ils utilisent l'intelligence qu'ils ont accumulée progressivement
dans tous ces niveaux de scolarisation, arriver au point où on fabrique maintenant des choses. On peut fabriquer un avion, on peut fabriquer un hélicoptère, on peut fabriquer une voiture, on peut fabriquer toutes ces choses au niveau universitaire. C'est ça le principe. Dans les pays, les autres pays, c'est comme ça. Voyez? Mais si vous n'avez pas assuré cela à une jeunesse, eh bien, c'est des abrutis. C'est des abrutis. Je suis désolé de le dire, c'est pas une insulte, mais c'est la réalité, n'est-ce pas, de la fin d'un processus d'apprentissage. Si vous n'apprenez pas, vous coupez l'éducation aux jeunes, comme ils ont coupé l'éducation aux jeunes dans une région qu'ils trouvent que c'est la région qui dérange le pouvoir en place depuis des années, les Bakongo, eh bien, ils ont encerclé le pôle, ils ont canardé le pôle pendant près de 3 ans. Ils ont canardé une région, tout simplement, parce qu'on trouve que c'est une région récalcitrante. Et ils ont dit qu'ils poursuivaient un individu qui leur faisait de l'ombre, c'était le Toumi. Mais Toumi vit jusqu'à aujourd'hui. On a même laissé un espace de liberté où il a pignon sur rue, il prélève des taxes et ainsi de suite. Et voilà une personne qu'on a poursuivie et qu'on a brûlé le pôle. Et ils ont dit eux-mêmes aussi, hein, c'est Okemba qui l'a dit, on a brûlé le pôle, personne n'a parlé. Voilà, ce sont des propos, c'est pas moi qui le dis, c'est des propos. Donc tout ça, quand vous voulez condamner ces jeunes-là, vous les envoyez à l'abattage, mais regardez ce qui sort, les armes du langage, c'est parmi ces gens-là qui le disent ouvertement. On a brûlé le pôle, le ciel n'est pas tombé. Voilà, c'est ces gens-là qu'il faut regarder, c'est ces gens-là qu'il faut critiquer, c'est ces gens-là qui sont des criminels au Congo, mais pas ces jeunes qui sont désœuvrés, à qui on a poussé, n'est-ce pas, dans ce gouffre-là. Donc, soyons sérieux quand nous prenons la parole. Ne prenons pas la parole de la façon la plus légère qui soit. OK? Et ça nous permettra, nous tous, n'est-ce pas, de faire le point de ce qui se passe en tant que tel. Donc, alors, je disais donc par rapport à la descente de la DGSP, là, ben, eh ben, cette logique ouvre aussi la voie, là, les règlements de compte, je l'ai dit, mais je le redis encore. On ne peut pas comme ça se lever pour dire, ben, je vais vous donner 500 000 si vous dénoncez un Koulouna. Soyons sérieux. Donc, au lieu de rétablir la confiance, cette opération risque d'aggraver plutôt la fracture sociale. Il y a cette notion de fracture sociale. Et c'est bien vrai qu'il y a une fracture sociale au Congo-Brazzaville. Et on va arriver, n'est-ce pas, simplement à banaliser quoi? À banaliser la violence d'État. Parce qu'il s'agit quand même, depuis pas mal de temps, il s'agit d'une violence d'État qui s'exprime de la manière la plus franche qui soit. Et les gens qui cherchent à retrouver, à rester au pouvoir, ben, ils se sentent certainement aussi, je le comprendrai, ils se sentent habitués à cette violence d'État. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus gouverner sans cette violence d'État qu'il balance à tout va. Même le ministre de la Communication aussi, quand il prend la parole, vous voyez un peu la violence avec laquelle il manipule, il manie le langage. C'est toujours un langage. J'ai jamais entendu ce ministre-là prendre la parole et dire des choses qui sont structurantes pour la population congolaise, pour ces jeunes-là. C'est toujours un langage assorti de menaces en tant que tel. Et c'est ça qu'il y a dans l'ADN de ces gens-là. Dans l'ADN, on ne peut trouver que ça. Quand on évoque l'ADN, il y a une démarche, c'est dans les gènes, c'est-à-dire l'ADN, c'est dans les gènes, là, en tant que tel. Mais voilà, c'est cela que nous constatons dans ce régime, que nous combattons de toutes nos forces et jusqu'à la fin, bien évidemment, que ce régime-là, notre approche, c'est d'éradiquer ce régime parce que en 3 décennies, il nous a démontré de quoi est-ce qu'il est fait parce qu'ils passent le temps à assurer leur propre survie au pouvoir, à dilapider l'argent du Congo à des dimensions incommensurables, comme on le dit. Vous voyez comment les milliards, ça voltige par-ci, ça voltige par-là, on les cache par-ci, par-là, jusque dans les bas de laine, dans les cimetières, on le voit très bien. Mais alors, vous pensez qu'un régime comme ça, il y a vraiment, c'est normal de fonctionner de cette manière? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec 1 milliard? Mais avec 1 milliard, on peut le mettre un peu, les internats qu'ils ont cassés. Hein. Avec 1 milliard, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses.
Mais les milliards chez eux, là, c'est pour la fille d'un tel a donné 1,5 milliard à son copain. Et ça, c'est seulement elle, maintenant. Je trouvais un peu ce qu'il y a avec les autres également. Donc, voilà un peu, je vous ai dit, je vais prendre mon petit temps pour essayer d'élaguer un peu cela, si ça peut nous réconcilier un peu dans les échanges, les discussions que nous avons, par-ci, par-là, et ce serait bien, pourquoi pas. Hein? Parce que, en fin de compte, on est tous des Congolais, on se retrouve tous des Congolais malgré tout. Hein. Alors, donc, bon, j'ai parlé de la descente donc, de la DGSP, qui est complètement. La conséquence de cette descente, c'est pour aboutir à ce troisième point que j'ai mis en exergue, c'est de dire que, voilà, on assiste à un échec qui est patent. Un échec de qui? De deux institutions régaliennes d'un État, ce qu'on appelle les forces de l'ordre. C'est-à-dire, il y a la police et puis il y a la gendarmerie. Dans les pays bien organisés, on voit très bien la distribution des rôles entre la police et la gendarmerie. La police, c'est cette institution de maintien de l'ordre qui intervient dans les zones, des zones urbaines. Et quand la gendarmerie, en principe hein, la gendarmerie, c'est l'intervention dans les zones rurales en tant que telles. Mais aujourd'hui, on voit très bien que et la police et la gendarmerie ils se distribuent les mêmes choses. Ils sont dans le centre urbain et puis bon, font ce qu'ils font. Mais par rapport à la descente de la DGSP, là, ça montre à suffisance que finalement, ces institutions ne servent absolument à rien. Voilà. Donc, la montée en scène de la sécurité présidentielle dans une affaire qui relève des prérogatives, il faut le dire de cette manière-là, de la police et de la gendarmerie révèle leur incompétence et leur inefficacité qui est chronique. Qui est chronique. 1997, nous sommes en 2025. Moi, 1997, ça fait bien ici, ça fait, c'est ici, voilà, ça fait, voilà. Mais en tout cas, ça fait 28 ans, hein, 28 ans qu'on est là, ou 28 ans qui sont là, disons 30 ans, pour essayer d'arrondir un peu les chiffres et bien comprendre les choses. Quand on sait, 30 ans, 42 ans, hein, depuis que M. Denis Sassou Nguesso est là, parce que la même vision que M. Denis Sassou Nguesso, ça n'a pas changé d'un iota, ça n'a pas changé sa vision politique, elle est là. Elle s'est durcie d'ailleurs depuis 97, depuis qu'il est revenu, il a durci davantage sa vision politique parce qu'il n'a pas supporté qu'il ait la conférence nationale. On l'a dit aussi, à chaque fois, ils attaquent aussi, ils attaquent la conférence nationale. C'est parce que c'est ça. Et Bongo aussi, à l'époque, quand il montait du doigt Bokamba Yangouma, c'est toi qui a fait perdre le pouvoir de Denis. C'est toi qui a fait perdre le pouvoir de Denis. Donc, ils savent très bien que la conférence nationale, que nous considérons comme un moment une temporalité historique, un marqueur de temporalité historique très important dans la compréhension de la sécularité de la politique congolaise. Mais pour nous, c'est un point très important parce que pour la toute première fois, les Congolais se sont mis ensemble et on a abouti à des choses formidables. Et même des choses formidables pour Denis Sassou Nguesso lui-même, puisqu'on lui avait laissé la vie sauve. La conférence nationale avait identifié près de 3000 assassinats. Et 3000 assassinats mis sur sa tête, il va en prison ou bien on lui coupe la tête parce que si, évidemment, on avait la peine de mort, parce que 3000 morts, quand on impute à toi, attendez, soyons sérieux. Mais les Congolais ont choisi un prélat pour diriger la conférence nationale, pour apaiser un peu les choses. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Au sorti de là, on lui a donné la vie sauve. Et ses amis blancs aussi, François Paul Blanc l'a dit aussi, hein, quand il est arrivé à Paris, il était complètement désespéré, il repartirait plus au pouvoir, il a perdu le pouvoir et tout. Mais on l'a repêché comme ça, là, et puis il revient au pouvoir, voilà ce qu'il offre aux gens aujourd'hui. On a critiqué Lissouba comme on l'a critiqué, mais tout ce que, attendez, mais voilà ce qu'il a fait. Il aurait peut-être finalement fallu que, évidemment, que les Congolais voient très bien que les Congolais se rappellent de la critique qu'ils ont fait de Pascal Lissouba à l'époque. Maintenant qu'ils rapportent cette critique de Pascal Lissouba à ce qu'on a vu de la politique de Denis Sassou Nguesso aujourd'hui. Faire la part des choses, il faut faire cette part des choses, y compris les jeunes qui sont nés après, en 97. Aujourd'hui, ils sont en politique aussi. Mais quand on s'engage en politique, il faut connaître l'histoire du pays. Il faut connaître l'histoire du pays. Voilà. Moi, je n'ai pas vécu de la Deuxième Guerre mondiale, mais j'en parle de Deuxième Guerre mondiale comme si j'y étais là. Je n'ai pas vécu la Révolution française de 1789, mais quand j'en parle, c'est comme si j'étais là, je connais les coins et les recoins de beaucoup de choses parce que j'ai appris.
Et ces jeunes qui sont nés après 97 aussi doivent apprendre aussi ce qu'était l'histoire, n'est-ce pas, du Congo avant leur naissance. Et s'ils s'engagent en politique, ils doivent prendre ça aussi, intégrer, n'est-ce pas, dans leur construction politique en tant que telle. Parce qu'en politique, une femme politique, ça se construit. On ne vient pas comme ça, vraiment, en politique, et puis vouloir faire la politique. On le fait mal, comme ils sont en train de le faire mal aujourd'hui. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, pour revenir un peu au point que j'ai soulevé, c'est tout simplement que l'échec de la gendarmerie et de la police, et évidemment, ça montre qu'il y a une incompétence notoire quelque part là, et que ces corps qui sont. Alors, il y a ce corps-là, ces corps régaliens, comme je l'ai dit, qui ont pourtant, qui sont dotés des moyens colossaux. On le voit très bien. Ils ont des moyens logistiques incroyables qu'on a achetés en Corée du Nord, qu'on a achetés en Afrique du Sud, des véhicules béliers. En fait, ils ont tous les moyens qu'il faut pour faire de bon travail. Et quand je dis de bon travail, quand on est dans un état de droit, ben, les délinquants, on les appréhende. On les appréhende, les délinquants. Une fois qu'on les a appréhendés, on les donne, on les met aux mains, n'est-ce pas, des gens d'autres institutions qui sont assermentés, qui sont faits pour remettre ces jeunes-là sur le droit chemin. C'est très facile à faire, là, quand même. Hein? Donc, bon, j'ai entendu ils vont rouvrir le camp d'Aubéville. Ben, écoute, qu'à cela ne tienne. Oui, on serait d'accord avec ça. Réouvrez les camps d'Aubéville, même si vous avez classé, quand ça se revient, la première des choses qu'il fait, c'est de couper ces machins-là, parce que la dimension politique avec ces choses-là autour du Souban, c'était de former quand même des jeunes qui devaient, n'est-ce pas, retrouver une armée avec un aspect pyramidal tout à fait normal, beaucoup d'hommes de troupes et puis bah, peu de généraux. Mais qu'à cela ne tienne, moi j'applaudirais un peu ce redéploiement, n'est-ce pas, serait déploiement, n'est-ce pas, d'Aubéville, qu'on prenne ces jeunes-là comme des tupas, renvoyer-les là-bas et donner leur une vraie instruction, n'est-ce pas, apporter une hygiène, voilà, une hygiène publique, n'est-ce pas, à ces institutions-là. Faites une opération de salubrité publique à refaire. Et là aussi, ça serait aussi, n'est-ce pas, une source d'emploi aussi. Vous avez l'argent pour embaucher des travailleurs sociaux, des éducateurs et aussi créer, n'est-ce pas, des corps de métier là. Chez les autres, les corps de métier, ça se crée, hein. Et le compagnonnage aussi. Il faut aller lire toutes ces choses-là. Ce que les autres ont fait avec succès, faisons-le au Congo-Brazzaville. Voilà, reprenez ces jeunes-là. C'est vraiment, c'est de la ressource, ça. C'est de la ressource. Apprenez-leur à faire des travaux pour la menuiserie et beaucoup de choses. L'agriculture, on a de l'espace. Au lieu d'aller chercher les étrangers qui viennent faire le piment au Congo, ouais, je ne sais pas ouais, si vous en êtes même où avec les Rwandais là, qui voulaient faire du piment et machin pour sortir du Congo. Mais les jeunes là, ils sont là pour faire le piment, ils savent faire le piment. Hein? Soyons quand même sérieux. Hein. Donc, c'est cela. Et puis, bon, ben, écoutez, toujours sur ce point-là, sur l'échec de la gendarmerie, ben, qu'est-ce qu'on voit paradoxalement? Paradoxalement, cette opération donne des raisons suffisantes d'ironiser sur une éventuelle dissolution. Voilà encore une idée que j'ai soulignée avec beaucoup de force. De façon ironique, évidemment, il faut dissoudre la gendarmerie, il faut dissoudre la police, puisqu'ils font absolument rien. Ils font absolument rien. On verra au camp congolais qui se lèvera pour dire que voilà, ah ben j'ai été attaqué ici, la police m'a défendu ou tout cela. La police, la gendarmerie, ils sont là tout simplement pour le même but, sauvegarder le régime en place, aller piler, n'est-ce pas, les pieds des citoyens sous des ponts, là, on a vu ça aussi. La police, la gendarmerie, avec des marteaux, en train de piler les pieds des gens. Ça, c'est pas une police, ça, c'est pas une gendarmerie, ça c'est de la barbarie, dans le sens plein du terme, c'est la criminalité par excellence qui est exercée par le pouvoir d'État. Nous ne voilons pas c'est disons les choses comme si on doit mourir pour ça, mais on mourra pour ça, pour dire la vérité. Parce que nous ne nous accommodons pas de la bêtise telle que ça se passe aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Nous le dirons et nous sommes très forts quand nous le disons. Hein, on ne reculera pas à dire ces choses-là, tout en sachant que ça peut nous coûter la vie, mais c'est pas bien grave. Tout est bon, ne se valent pas de toute façon. OK? Donc,
Voilà. Donc, sur cet échec des institutions qui ont enfin, qui ont la légitimité de la violence d'État, c'est comme ça qu'on les appelle aussi, des institutions qui seules ont le monopole de la violence d'État, c'est la police, la gendarmerie et les corps, les autres corps connexes aussi. Donc, c'est quand même un signe inquiétant de la militarisation du maintien de l'ordre et du dévoiement des institutions républicaines, comme je l'ai dit, qui sont la police et la gendarmerie. Ça, c'était mon troisième point. Passons maintenant au quatrième point. Le quatrième point que j'ai mentionné sur mon fameux livre ici, c'est que, bon, cette opération-là de la DGSP-là, vous ne voyez pas que, bon, à l'approche des échéances, c'est une opération qui a des relents politiques quelque part. Mais moi, je m'interroge aussi à ce niveau-là. Avec ce régime-là, on ne sait-on jamais. On le connaît tellement qu'on ne fait pas des choses n'importe comment. Donc, à la veille de leur fameuse élection de 2026, hein, mars 2026, dans très, très, très peu de temps, eh bien, déjà, on n'a pas démontré comment ils ont refait le fichier électoral. Bon, c'est le statu quo. Le statu quo. Et aujourd'hui, on voit aussi qu'au Congo, il y en a qui vont pour cette élection, il y en a qui ne vont pas aller pour l'élection. Il y a tout un fouillis, mais ça, c'est un désordre artistique orchestré par le régime en place, de toutes les façons. Hein. Vous comprenez très bien qu'en 2020, 2001, 2009, 2016, 2021, et la cinquième fois en 2000, machin, mais c'est la même chose qui va se passer. Vous pensez que qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Ça sont en train de se pavaner dans le monde entier, là, comme je l'ai dit dans une vidéo, comme un bordel qui veut en donner à tout le monde. Il veut donner à tout le monde. Voilà, il veut donner à tout le monde. Comme une prostituée qui va donner à tout le monde. On le voit très bien. Hein? Contre les gens qui se battent, qui sont des ennemis, il va chez nous, il cherche désespérément c'est pas si c'est une légitimité internationale quand tu le cherchais, puisqu'il se prépare encore à un hold-up électoral en 2020, en 2026. Donc, l'habitude aussi, c'est de traumatiser les Congolais, bien évidemment, parce qu'il sait très bien que la meilleure méthode, c'est de traumatiser les Congolais. Et vous comprenez aussi, vous comprendrez que tous les présidents qui sont passés au Congo-Brazzaville, personne n'a eu une vision de la politique meurtrière et criminelle comme celle de Denis Sassou Nguesso aujourd'hui. Personne. Mais lui, il a franchi le Rubicon, il a franchi cette étape de démontrer que je suis un mauvais. Voilà ce que je peux vous faire. Je sais que vous ne m'aimez pas. Ben alors moi, je ne vous aime pas, moi non plus. Hein, il le dit aussi, je l'ai dit à d'autres. Je ne vous aime pas non plus. Pour l'instant, je suis au pouvoir. Je fais ce que je veux. Mais surtout quand on est applaudi par Macron, applaudi par Trump, écoutez, nous n'avons que nos yeux pour pleurer, puisque la communauté internationale ne se soucie pas de nous en tant que peuple congolais martyrisé par un régime qu'ils encensent comme ça à tout va et qui leur donne aussi ce qu'ils recherchent, puisque l'argent du Congo aujourd'hui est en train de sortir à flot, ça vogue vers la France, ça vogue vers les autres aussi. Vous voyez ce qui se passe dans les pays de l'AES, là-bas. Leur uranium, ils ne veulent plus que ça aille en France. Leur or, ils ne veulent plus que... Mais on voit très bien comment l'économie de la France est en train de tomber, là, en train de tomber. Voilà, le Premier ministre Bayrou est parti en disant simplement que le pays est mal. Mais c'est parce qu'on a coupé un peu ce qu'il prenait gratuitement, n'est-ce pas, dans les pays de l'AES. Et ça chauffe en Côte d'Ivoire, ça chauffe au Sénégal également. Donc, il y a quand même tout ce chambardement qui est là, que nous comprenons très, très, très bien et duquel nous avons demandé quand même à ces partenaires, mais écoutez, on peut encore sauver quelque chose. On peut encore sauver quelque chose parce que le mouvement qui se passe en Afrique, là, ça va aller très, 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 très loin si vous ne prenez garde. Vous allez tout perdre en tant que tel. Donc, revenons à des sentiments les meilleurs, essayons de rééquilibrer les choses, et puis bon, voilà, ça vaudra mieux pour les uns et les autres de cette manière-là. Donc, une fois de plus, voilà, c'est encore des manœuvres politiques. Voilà, c'est la DGSP qui descend la garde présidentielle. Donc, c'est une façon pour Sassou de prendre des choses en main. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tantôt, le Congo ne fonctionne que pour lui et tout ne peut fonctionner que pour lui. Même l'éradication
délinquance qu'il a lui-même participé à la fabrication, parce que ces jeunes-là, on a vu aussi que ces jeunes avaient des acquaintances avec les forces de police, là. Ils les connaissent, ces jeunes-là, ils les connaissent. Ils ont travaillé ensemble. Ils donnent leurs armes à ces délinquants pour aller faire des rapines par-ci, par-là et venir leur donner l'argent. Tout ça, c'est des choses que nous connaissons en tant que tel. Donc, vous voyez, donc c'est une opération au volant politique claire et nette parce que ben, cette démonstration de force voilà, survient à quelques mois seulement de leur fameuse élection de 2026, là, hein, dont l'issue est d'ailleurs connue, puisque nous le disons, tout le monde le sait très bien, l'issue est déjà connue, ça se va rempiler en tant que tel. Cette opération apparaît aussi alors comme un message politique que ça se lance. Voilà. Voilà, ce message politique, c'est ce trauma qu'il faut entretenir, voilà, traumatiser les populations, faire taire toute contestation et préparer le terrain du futur électoral. Il n'y a pas à chercher de midi à 14 heures. C'est ça qui se passe au Congo-Brazzaville et les Congolais doivent avoir quand même l'outrecuidance de comprendre cela. Il faut qu'ils écoutent parce que c'est ça la vérité. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, surtout pour ces générations futures qui sont là. Donc, voilà. Finalement, donc, sous couvert d'une lutte de la délinquance, comme ils disent, c'est un avertissement à la jeunesse et à l'opposition qui est lancé. C'est clair et net. Ne cherchons pas de midi à 14 heures pour chercher à comprendre ce qui se passe. Donc, voilà. Et si on voit très bien comment est-ce que le sécuritaire, euh, le régime est sécurocrate, on le sait très bien, comment le sécuritaire sert ici de paravent à la consolidation autoritaire d'un régime qui ne veut pas mourir, qui veut rester éternellement au pouvoir et qui a peur, il a très peur, puisqu'ils veulent rester au pouvoir, c'est parce qu'ils ont très, très, très peur. Ils ont la peur au ventre, n'est-ce pas, de ce qui peut advenir une fois qu'ils auraient perdu le pouvoir et à la montagne, à la montagne, n'est-ce pas, de ce qu'ils ont créé comme désolation dans le pays. Donc, ils savent très bien que si on perd le pouvoir ici, pour nous, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Comme évidemment, ils disaient eux-mêmes que le jour où nos enfants sauront ce que nous avons fait de ce pays, ils iront pisser, n'est-ce pas? Mais les enfants n'auront pas le temps de pisser puisque eux-mêmes aussi, ils font partie de la chose. Vous voyez? Alors, on va apprendre quand même à finir aussi. Bon, on parlait de cette jeune-là, de cette jeunesse-là, de ces jeunes-là d'ailleurs, de cette jeunesse qui, à mon sens, vraiment, quand on veut remettre les choses à leur place, eh bien, ces jeunes, c'est le creuset de la nation et l'avenir de toute une république. Quand on a une république en bonne et due forme, la jeunesse, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et j'ai dit en tout temps, l'âge médian, c'est 18-20 ans. C'est vous dire que, ben, écoutez, la population congolaise est très, très, très jeune, très, très jeune. Et donc, plutôt que de les éliminer physiquement, les tuant, il faut voir en ces jeunes délinquants des victimes d'un système. C'est le point. Nous avons la conviction intime, pas seulement une conviction intime, mais c'est une vérité probante. Voilà, il y a des données probantes qui montrent que, évidemment, cette délinquance, c'est le résultat d'un système qui a failli. Hein, les gens qui sont en politique eux-mêmes sont des délinquants, sont des tueurs. Je vois qu'on a un député vers beaucoup de là-bas qu'on appelle Ngouba ou Ngouba ou en tout cas Ngaba ou Ngouba, un truc comme ça de toutes les façons, lui aussi qui a terrorisé les gens là-bas, tout simplement dans le même régime, quoi. Voilà. Donc on peut multiplier des cas comme ça. Hein, donc, c'est un régime qui a failli, sans autre forme de procès. Et on voit que ces jeunes sont, et pourtant, ces jeunes, c'est ça aussi, ces jeunes-là qu'on élimine là, et c'est les futurs cadres de demain, au fond. On d'éliminer le potentiel des gens qui pouvaient même être, qui seront peut-être, qui auraient pu être président de la République ou bien des grands hommes dans ce pays. Vous voyez? Ces jeunes-là, c'est les ouvriers de demain. Quand on vous dit, mais reprenez ces jeunes-là, faites des coups de filet au vu et au vu du tout le monde. Soyez propres sur le plan juridique. Attrapez ces jeunes-là. Nous, on applaudirait, évidemment, quand on fait des opérations de ratissage en pleine journée où tout un quartier est bloqué. Vous passez avec des caméras. Soyez transparents là-dessus. Faites la comptabilité de ces jeunes que là, dans tel quartier, il y a tel jeune, on a raflé tant de jeunes. Quels sont les noms de ces jeunes? Quels sont leurs parents?
voilà, voilà les occasions aussi de créer de l'emploi, embaucher des jeunes qui sont des universités pour faire un peu ce recensement-là de ces jeunes délinquants, prendre les données sur chaque jeune et puis bon, mettez dans des fichiers et puis bon, suivez ces jeunes-là, hein, amenez-les à Obévi là-bas et puis bon, formez-les, bon sang, formez ces jeunes-là, formez ces jeunes-là. Hein. Et pour que ça soit quand même une opération qui soit légitimée quelque part là. Mais quand vous descendez comme ça à briser les jeunes, à les tuer sans référer aux droits de l'homme, ça, ce n'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Vous voyez? Ces jeunes-là, c'est des enseignants de demain, c'est des ouvriers de demain, c'est des citoyens actifs de demain. Voilà, dont le pays a besoin. Donc, vous n'allez pas dire que voilà, nous sommes là à critiquer, à critiquer. Une époque, j'avais dit que non, mais des amis avec qui nous discutons, certains amis qui sont là à l'intérieur du régime, on discute aussi. Mais les idées que nous avons là, l'expérience que nous avons à l'extérieur là, mais comment est-ce que les autres font? Mais avec ces amis qui se reconnaîtront d'ailleurs, ils sauront que non, on discute souvent. Nous, on dit, ben, écoute, nous qui sommes là, on a à peu près, on commence à avoir la certitude que, bon, on va crever sans arriver au pouvoir, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et je lui dis que non, faites au moins ceci, faites ceci, faites ceci, faites ceci. Voilà ces jeunes-là, prenez-les, faites ceci. Je leur dis que c'est des idées que nous avons, puisque les idées vont mourir avec nous, si le régime continue à faire ce qu'il est en train de faire. Mais on vous donne des idées, mais mettez-le en pratique. Mettez-le en pratique. Nous applaudirons. Nous applaudirons. Voilà. Et je veux le dire aussi, puisque je le dis souvent aussi, Mongala Thierry, on se connaît très, très, très bien. S'il se rappelle des discussions, à l'époque, on avait dit, moi je dis, mais écoutez, on applaudira si vous réussissez. Ça on ne peut pas faire l'économie de ça. Nous applaudirons si vous réussissez. Mais si vous ne réussissez pas, vous faites des conneries, on vous combattra. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Vous voyez? Donc, la solution, quand même, pour ces jeunes-là, comprenez que ça peut passer par une série de choses qui peuvent être une simplicité exemplaire, c'est-à-dire mettez en place des politiques éducatives et sociales fortes. Vous avez de l'argent pour le social, vous avez beaucoup d'argent que vous orientez vers autre chose. Mais mettez en place des politiques de jeunesse bien élaborées et qui permettront, n'est-ce pas, à ces jeunes qui passeront 9 mois passés sous une idéologie renforcée d'épanouissement personnel. Mais quand ils sortiront de là, ils seront transformés, ces jeunes-là. Hein? Mettez des programmes de réhabilitation, de rééducation et de réintégration en place. Ici, là où nous vivons ici, pour les jeunes qui sont perdus dans la drogue, il y a des institutions fortes qui sont mises en place, qui sont des instituts de rehab en anglais, rehab institutions, ça veut dire simplement des instituts de réhabilitation, c'est-à-dire des gens qui sont brisés par la prise de la drogue ou des choses qui sont devenues des vieilles loques, et puis on les reprend, on les reprend. Nous enseignons ici dans les universités, dans ces choses-là, le travail social, c'est ça que nous enseignons tous les jours. Et un travailleur social, c'est une personne qui doit être culturellement compétente aussi. C'est-à-dire que une personne qui s'est tellement dégradée à force de prendre, n'est-ce pas, des substances psychoactives, là, des substances psychoactives qui sont devenues la drogue qui marche un peu comme un mollusque comme ça, ben, un expert en travail social qui est compétent, c'est la personne qui va, ce qu'on appelle empowerment, to empower someone. C'est-à-dire redonner de la vigueur à une personne, redonner du pouvoir à une personne qui pense qu'il n'est bon à rien, il est complètement perdu. Non, un bon travailleur social qui connaît bien, n'est-ce pas, l'intervention individuelle ou l'intervention de groupe ou de famille, va reprendre ces gens, redonner de la confiance à la personne qui pense être finie et lui redonner du punch à travers des méthodes, n'est-ce pas, des méthodes d'intervention en travail social bien élaborées. Il y a des manuels sur l'intervention sociale ici, là.
hein, et qui ont des gens qui ont repris des personnes dans des situations très, très difficiles. Mais le Congo, c'est un jeu d'enfant, là, on peut les répondre, et à condition que vous mettez des personnes compétentes, n'est-ce pas, des esprits qui savent bien le faire, qui ont appris la théorie de l'intervention sociale et qui peuvent reprendre les choses et remettre ces jeunes-là qui seront méconnaissables après 9 mois, après un an de réhabilitation, de rééducation et de réintégration. Hein? Il y a beaucoup d'occasions pour donner du travail aux gens. Il faut créer ce travail-là. On a tous les moyens pour créer du travail et que les gens voilà. Hein? C'est aussi simple que ça. Et puis aussi, toujours parmi les solutions que l'on peut envisager, il y a aussi, ben oui, une justice. La justice, c'est quelque chose d'important. Ils savent très bien. Une justice qui soit une justice réparatrice et préventive. La justice réparatrice et préventive plutôt qu'une violence létale à tout va, comme ça, là, qu'on se balade à la main, là, tu vois, là. Chaque fois qu'on utilise sa main, c'est pour donner la mort. On utilise sa main, c'est pour donner la mort. Mais utiliser la main et la tête pour faire cette justice réparatrice et préventive également. Voilà là où on doit mettre l'intelligence. C'est ça. Vous voyez? Donc, finalement, la nation n'a jamais construit une nation en éliminant, en tuant, n'est-ce pas, ses enfants. Mais une nation, ça se construit en les récupérant, c'est ce que je voulais dire, en les récupérant et en leur offrant, n'est-ce pas, des perspectives d'avenir qu'ils pensent que non, 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 mais ce que je suis en train de faire, c'est pour mon avenir. Et ça, c'est faisable. Ce n'est pas sorcier de le faire. Vous voyez? Donc, bon, voilà. Donc, voilà à peu près ce que je veux dire, mais il faut peut-être qu'on puisse conclure aussi. Et alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout simplement, c'est simplement reprendre en disant ceci, que l'opération menée par Serge Aubois, si elle peut sembler répondre quand même à une inquiétude qui est réelle, là on n'a pas repoussé, hein, une inquiétude, une insécurité réelle, une inquiétude réelle de la part de la population, et en réalité le symptôme enfin, comment on peut dire ça, d'un double échec. Voilà, ça on le dit, ça je reviens encore là-dessus pour confronter toutes les personnes qui critiquent évidemment ce qui ne donnent pas le quitus à cette opération-là. Voilà, c'est un double échec, à ne pas se départir, celui d'un État incapable d'éduquer et de protéger sa jeunesse, et celui aussi d'un régime qui, quelque part comme ça, n'arrête pas d'instrumentaliser la violence d'État à des fins de contrôle politique. Voilà, c'est ça la réalité de ce qui se passe. C'est un contrôle politique connaissant le régime de M. Denis Sassou Nguesso comme nous le connaissons. Donc, la véritable lutte contre ces bébés noirs qu'on appelle les Koulouna ne se gagne pas par la terreur et les exécutions sommaires, comme on essaie de le voir, mais par l'éducation, la justice et l'intégration citoyenne de ces jeunes gens qui sont d'abord et avant tout des jeunes Congolais, des citoyens congolais qui ont des droits et des devoirs aussi. On ne va pas leur seulement mettre l'accent sur les devoirs. Vous devez être poli, vous devez être ceci, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, vous ne devez pas, vous ne devez pas. Mais aussi des droits dont ils ont. Et parmi les droits qu'ils ont, c'est les droits à l'éducation, le droit à l'insertion professionnelle. Ce sont des droits primaires pour une nation. Voyez? Alors, donc, un pays n'est pas là pour tuer sa jeunesse. Un pays est là pour instruire et aider, accompagner cette jeunesse dans son épanouissement, parce que cette jeunesse est un creuset. Ça constitue un creuset pour la société de demain. Voilà un peu ce que je voulais dire pour réagir moi aussi, hein, pour réagir moi aussi à ce qui se passe en ce moment, à l'enjeu du moment, qui est la descente de la DGSP commandée par Serge Oboa et qui évidemment le fait pour son patron qui est Denis Sassou Nguesso, que nous avons toujours demandé qu'il revienne un peu au meilleur sentiment. La porte, la grande porte de sortie, elle est toujours là, elle est toujours là.
hein, et il devait avoir à faire quelque chose de fort, n'est-ce pas, pour protéger même les gens qui travaillent avec lui, qui sont derrière lui, qui risquent d'écoper. Si, par malheur, la dévolution du pouvoir se ferait avec une violence où il y a un soulèvement populaire, mais il ne faudra pas se lever un jour pour dire que voilà, les gens qui ont soutenu ce système-là sont pourchassés, comme disait François Ibovi, à pourchasser les gens jusque dans les chiottes. Hein, c'est à l'époque, là. On a entendu des choses comme ça que le Congolais n'a pas oublié, même si on s'est mis un peu en cachette, comme les Tassois aussi, on a mis un peu à l'écart, mais c'est des gens qui ont posé des actes, qui sont des actes fondateurs au départ pour asseoir le régime qui a commencé d'ailleurs à les broyer eux-mêmes aussi. Merci, c'était Georges Goma qui s'exprimait. Nous sommes le 1er donc, octobre 2025, il est 13h35 et je m'exprime du Canada. Merci et à la prochaine.